Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous dans cette édition de 20h. Nous suivrons le voyage d'Emmanuel Macron en Irak. Après Beyrouth, il s'est rendu à Bagdad. Question à Bernard Kouchner sur ce plateau. Quelle peut être encore l'influence de la France dans la région ? On verra comment s'est déroulé le premier jour du procès de Charlie Hebdo. Notre confrère Mathieu Delahousse a assisté à l'audience et il racontera ici même. Nous parlerons de l'état de l'économie avec un des secteurs les plus touchés. Le restaurateur Bernard Auboineau dira ce qu'il en est, la souffrance du secteur et ce qu'il attend du plan de relance qui doit être annoncé demain. Et puis ce sera la question posée également à Michel-Édouard Leclerc. Il est le grand invité de ce journal tout à l'heure. Le président des Centres Leclerc fera le diagnostic beaucoup plus large de l'état de notre économie, comment notre façon de consommer et de vivre changera durablement. Emmanuel Macron a donc poursuivi son voyage en Irak après le Liban. Là aussi, le président veut marquer l'influence de la France. Il souligne en particulier l'action des militaires français contre le groupe État islamique. Bernard Kouchner, bonsoir. Bonsoir. Ancien ministre des Affaires étrangères, l'homme qui incarne l'histoire du droit d'ingérence. Emmanuel Macron au Liban, débat de ces derniers jours. Est-ce que c'est une ingérence ? Une bonne ingérence. Ouais, ça vous fait plaisir ? Oui. Non, ça me fait plaisir, surtout s'il réussit. Rien n'est fait, mais il y met une obstination et une sincérité qui est tout à fait remarquable. Vous accepterez avec moi de dire que ça n'est pas de la diplomatie traditionnelle. On va entendre précisément sa façon à lui de la définir. Ma position est toujours la même, c'est celle de l'exigence sans ingérence. J'ai vu qu'un processus s'était enclenché ces dernières heures, qui a permis de faire émerger une figure en tant que Premier ministre. Il ne m'appartient aucunement ni de l'approuver ni de l'adouber. C'est la souveraineté libanaise qui est ici en jeu. Mais de m'assurer que c'est bien un gouvernement de mission qui sera formé au plus vite pour mettre en œuvre les réformes que nous connaissons au service des Libanaises et des Libanais. Bernard Kouchner, un peu d'ambiguïté ne fait pas de mal, hein ? Ingérence, exigence. Et gouvernement de mission, c'est joliment dit. Mais enfin, quelle est la mission ? Pour le moment, ça se passe bien. Et grâce à cette ingérence-là, c'est-à-dire cette obstination, et nous avons des responsabilités, c'est pas n'importe quoi, on n'y va pas par hasard, le Liban nous tient à cœur. Et le Liban compte beaucoup, comptait énormément pour le Liban. La France comptait énormément. Donc pour le moment, la première intervention était évidente après l'explosion, émotion et proximité, et puis il promet de revenir, et voilà que justement, des choses se dénouent un tout petit peu. Je ne sais pas jusqu'où ça ira, mais c'est bien. Est-ce qu'il faut parler à tout le monde, parler y compris au Hezbollah, sachant ce qu'il pèse là-bas ? Si on fait une mission de médiation, si on rapproche les gens, il faut parler aux deux côtés, ça ne m'amuse pas. Je ne suis pas un partisan du Hezbollah, au contraire, mais il est évident qu'il faut parler, c'est quand même la plus grande force militaire, beaucoup plus que l'armée libanaise, valeureuse certes, mais beaucoup plus que l'armée libanaise, et c'est un des protagonistes essentiels. Et tout peut se déclencher si le Hezbollah le veut. Il faut parler au Hezbollah. Mais vous savez, il fut un temps, nous avons accepté pendant 8 jours tous les représentants des Libanais, enfin tous les partis politiques, y compris quelques représentants du Hezbollah qui sont venus en France et qui ont séjourné 8 jours. Nous pensions obtenir la paix. Ça n'a pas marché. J'espère que Emmanuel Macron aura plus de chance. Quand nous remontons le fil de nos souvenirs, vous êtes souvent là dès qu'il est question d'ingérence, vous, avec François Mitterrand, à Sarajevo, il y a comme ça des circonstances. La force des symboles et la réalité. Est-ce que la France a les moyens de la réalité ? Aujourd'hui, au Liban, est-ce qu'elle pèse assez ? Elle représente beaucoup. Elle ne pèse pas assez. Et elle pèse de moins en moins. Regardez nos difficultés économiques. Et surtout, il n'y a plus cet esprit un peu, comment dirais-je, conquérant. Mais le mot est mauvais, nous ne voulons rien conquérir. Mais la France représente beaucoup, sans aucun doute. Et ses soldats se conduisent très bien. Arrêtons-nous justement à cette dimension militaire. Il faut rappeler, c'est le tweet d'Emmanuel Macron tout à l'heure, l'importance de cette opération Chamal dans les deux pays, Syrie
et Irak. On rappelle ici les moyens déployés, près de 1000 militaires, 11 Rafales, l'AWACS, les moyens aussi d'aéronaval. Tout à l'heure, Emmanuel Macron s'exprimait à ce sujet, l'importance encore aujourd'hui de la lutte contre le groupe État islamique. Nous avons toujours, encore aujourd'hui, en Irak, à lutter contre Daesh. Je tiens ici à le rappeler, le redire, saluer l'engagement de l'Irak, du peuple irakien dans cette lutte. Et si le califat territorial a été défait, il y a toujours aujourd'hui des djihadistes, des combattants sur le terrain. Il y a toujours cette menace pour le peuple irakien, pour toute la région et pour nous-mêmes. Et donc j'ai voulu réaffirmer notre engagement au sein de la coalition internationale, en plein respect avec la souveraineté irakienne. Bernard Kouchner, collision des événements. Il faut bien envoyer ces mots-là. Souveraineté irakienne, ça me fait un peu rire. Enfin, ça ne me fait pas rire. Le président a raison, c'est comme ça qu'il faut parler. Mais enfin, vous savez, dans cette région, au sens large du terme, pas seulement, mais il était à côté du général Aoun. Le général Aoun était l'allié du Hezbollah pour prendre le pouvoir. Bon, c'est des choses qui arrivent, bien entendu, mais enfin, ne soyons pas trop exigeants. Ce qu'il fait pour le moment, je parle d'Emmanuel Macron, notre président, c'est vraiment très bien. Aujourd'hui, le premier jour du procès de Charlie Hebdo, est-ce qu'il y a un lien très direct entre ce qui se passe là, en Irak, et Charlie Hebdo? C'est une lutte continue? Oui, je dirais qu'elle n'est pas limitée au Moyen-Orient. Je pourrais vous parler du Mali, je pourrais vous parler d'un certain nombre d'endroits du monde où, en effet, grignotage par grignotage, les islamistes les plus extrêmes avancent. Vous aviez fait événement ici même sur LCI il y a quelques semaines en disant « Attention au Mali, ne croyons pas certains discours lénifiants, ça se passe mal pour la France. Les djihadistes sont en train de gagner beaucoup plus dans la population. Si on reste à l'Irak, est-ce que là quand même ça se passe mieux ? Grand courage des forces spéciales pour lutter sur le terrain, recul de Daesh, est-ce que là on peut dire satisfecit ? Non, sur le plan... Enfin, si on parle généralement de qui va gagner la guerre, qui va prendre le pouvoir, je suis très sceptique. Mais le courage des forces spéciales, je suis d'accord avec vous, je les ai vus, j'ai été avec eux, je sais. Ils sont vraiment des gens très déterminés. Dans certaines des batailles, ils étaient au premier rang contre Daesh. Et les Américains n'étaient pas au premier rang. Ils étaient derrière, puissamment, mais ils n'étaient pas au premier rang. Nos soldats sont excellents. Le rapport des forces, on se rappelle ce moment terrible où François Hollande veut aller, en Syrie en l'occurrence, et puis les Américains reculent et la France est un peu ridiculisée. Et nous étions 200, ils étaient 2000. Ouais. Mais ça, c'est la réalité, toujours, dans cette région ? Oui, nous avons une armée valeureuse. Elle est certainement significative dans bien des endroits du monde et dans beaucoup d'opérations, elle l'a prouvé. Mais voilà, nous n'avons pas la puissance américaine. Et la puissance américaine avec M. Trump, c'est une façon difficile de cerner les choses. Donc, j'espère que ça se passera autrement. Franchement, même si on va attaquer les Français parce qu'ils se montrent trop présents ou trop ambitieux, je pense qu'il faut se conduire comme ça. Pour des raisons sentimentales, certes, pour le Liban, mais pour des raisons de valeurs fondamentales. Liberté, égalité, si on peut faire aussi laïcité, nous avons quelque chose à dire. Nous avons quelque chose à dire. On sent une certaine jubilation chez vous, Bernard. Quel âge avez-vous ? Oh bah ça, vous étiez gentil jusque-là. Vous avez connu tous les présidents, tous les types d'actions. Oui. Et d'ailleurs, vous étiez là à chaque fois. Oui, bien sûr, je ne vous ai pas lâché. Alors, on a dit gaulo-mitterrandisme, après on a dit tous les styles, les Villepin. Là, cet Emmanuel Macron, cette espèce d'activisme au Liban, on lui reproche parfois, faisant pression sur tous les clans, etc. Visiblement, ça vous convient ? Oui, j'ai dit aussi au début qu'il y a loin de la coupe aux lèvres. Et puis, c'est pas certain que ça marche, même au Liban, où les choses sont un peu engagées. Oui, je pense que les solutions, revenons pas au Mali, mais les solutions ne sont pas militaires. Et pour construire autre chose, alors, c'est vraiment... Il faut de l'imagination, de l'argent, et surtout, il faut de l'Europe. Il faut de l'Europe, et nous n'en avons pas assez. Parlons du Liban. Là, où est l'Europe ? l'Europe ? Que l'Europe ne fait pas. Malheureusement. Alors ça viendra peut-être. Madame Merkel a fait des progrès, si j'ose dire. Si j'ose dire. Pas être trop prétentieux. Mais c'est l'Europe qui nous manque. C'est entre les deux forces que vous connaissez,
il n'y a que l'Europe qui peut prendre une place significative. Bernard Kouchner, merci beaucoup. Et puis la guerre au djihadisme était évoquée en Irak, on l'a dit, alors même que le procès de Charlie Hebdo débute ici même à Paris. Les frères Kouachi et Ahmedi Koulibaly avaient causé 17 morts dans les attentats. Ils sont morts, mais ce sont maintenant les complices qui sont jugés. On va entendre une des avocates des familles des victimes, Samia Maktouf. Ils ont manifesté leur volonté de répondre aux questions. Est-ce que répondre aux questions veut dire la vérité? J'ai très sincèrement un grand doute du fait de leur parcours, de ce qu'ils ont fait pour être là, de cette proximité avec la mouvance et avec la filière qui est passée à une action armée. Mathieu Delahousse, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes grand reporter à l'Obs, vous signez La Chambre des coupables sur la justice face aux djihadistes et surtout là, vous étiez dans cette salle d'audience. Tout est filmé, n'est-ce pas? Oui, tout est filmé. Mais ce sera diffusé. Alors, dans un premier temps, c'est filmé pour être diffusé aux autres salles. C'est un procès qui mobilise beaucoup de public, beaucoup d'avocats, et une seule salle ne suffit pas. Moi, ce matin, pour tout dire, je me suis levé tôt pour être dans cette salle et voir de mes yeux comment ça allait se dérouler. Et cette impression du procès historique qui justifie le fait que ce soit filmé, elle suintait. Et c'était assez curieux parce qu'il y avait, d'une part, effectivement, ces accusés dont aucun Français n'est capable de citer le nom. Et en revanche, toutes ces victimes et proches des victimes qui nous ont tous marqués il y a 5 ans. Et il y avait le sentiment que la sidération était encore là. Je recommande votre livre, il est extraordinairement complet, travail d'enquêteur extraordinaire, mais être là, physiquement, à côté des survivants, des familles des victimes, c'était autre chose encore. Oui, c'est toujours autre chose. La justice connaît plusieurs phases. Celle du procès est toujours la plus impressionnante. Robert Badinter parle du triangle du malheur. Quand on est dans une cour d'assises, on le ressent. Quand on est dans une cour d'assises terroriste, particulièrement aujourd'hui, on l'a ressenti. Le malheur, c'est celui des victimes. Les noms ont été égrenés. Quand la greffière, ce matin, fait l'appel des victimes, on est dans notre chair, dans le traumatisme qu'on a tous connu en 2015. Quand les accusés arrivent avec, pour certains, des cris d'innocence qu'il faudra écouter, mesurer, nous sommes également dans ce malheur. Et puis le malheur, il est sur toutes les familles qui ont été atteintes également. Aujourd'hui, ces accusés, beaucoup sont des seconds couteaux. Est-ce qu'on peut attendre réellement beaucoup ou bien est-ce qu'ils pourront se réfugier toujours derrière cette place très en second? Le piège du procès, ça serait peut-être d'attendre trop de ces accusés. Les auteurs des faits, on les connaît, et cet après-midi, la justice, par la voix du président, a tenté de le rappeler de façon très nette. Les faits initiaux sont d'une simplicité terrifiante. On sait ce qu'ont fait les frères Kouachi, on sait ce qu'a fait Koulibaly. Ça a duré 3 jours, dont tout le monde se souvient. En revanche, effectivement, les 14 personnes qui sont renvoyées devant la cour d'assises, eh bien, c'est compliqué. Hein. Il y en a un qui est accusé d'avoir acheté... Voilà un exemple du dossier. Un homme est accusé d'être allé dans un magasin d'armes chez un armurier parisien pour acheter des bombes lacrymogènes et des gilets tactiques. Il a été arrêté, il a avoué. Il a dit, bien sûr, moi j'avais acheté ça pour Ahmedi Koulibaly. À Grigny, j'étais son souffre-douleur. Et moi je pensais qu'il voulait monter au braquage, qu'il voulait faire un go-fast éventuellement. Pas du terrorisme, jamais. Et là, aujourd'hui, on a face à nous, la justice a face à nous, 14 personnes qui sont quasiment tous dans cette organisation. Le grand piège, ce serait de penser qu'effectivement, les choses sont simples, angéliques, et qu'on peut les composer un peu comme un film d'action. Le terrorisme, c'est tromper les gens, c'est se dissimuler, et c'est se nourrir de complicité opportuniste. Les frères Kouachi, le matin de Charlie Hebdo, ils partent de Charleville-Mézières, de Reims et de Paris en disant à leurs épouses qu'ils vont faire les soldes. Ils ont trompé leurs femmes, ils ont trompé leur entourage, ils ont trompé les gens qui sont aujourd'hui dans le box. Le terrorisme, c'est pas une économie simple, c'est l'économie de la dissimulation et du mensonge. Hier, François Molins était notre invité. On parlait notamment de ces profils comme la fiancée de Koulibaly, la compagne de Koulibaly, apparemment normale, qui à un moment donné bascule complètement. C'est d'abord la jeune fille en bikini sur une plage, et puis quelques temps plus tard, le niqab parle avec les hommes seulement à travers une cloison. Est-ce que vous, en étudiant si longtemps ces cas, vous avez compris cette sorte de folie fanatique? On comprend une chose qu'on ne verra pas au procès Charlie Hebdo, c'est cette folie fanatique justement qui fait qu'elle a
un seul point d'accroche, c'est la déstabilisation personnelle d'individus. Mais c'est aussi quelque chose qu'on n'entendra pas au procès Charlie Hebdo, puisque ceux qui sont accusés ne sont pas dans cette situation-là. C'est la haine de la France, la haine des couffards, la haine des forces de l'ordre. Les gens qui sont aujourd'hui renvoyés dans le cadre des attentats de janvier 2015 étaient ancrés dans le grand banditisme. Ce n'étaient pas des enfants de cœur, ils ne le revendiquent pas, simplement ce n'étaient pas des terroristes. Moi, ceux que j'ai vus, ce sont des gens qui ont raté leurs attentats, et paradoxalement, ce sont ceux qui étaient les plus effrayants. La scène qui m'a marqué au niveau de ces personnages et qui est la plus révélatrice, c'est une fois une jeune femme de 19 ans qui racontait sa repentance dans le box d'un tribunal correctionnel. Et un jour, pour se faire comprendre tout à fait clairement, elle désigne le gendarme qui était avec elle dans le box pour la garder, et elle le regarde, cet homme. C'est un jeune gendarme de 25 ans. Elle lui dit, vous voyez, il y a 3 ans, un type comme ça, j'aurais voulu l'égorger. Et elle fait le geste. Le gendarme est resté de marbre, on était tous sidérés dans la salle, mais ce sont des radicalisations qui n'ont pas mené à des attentats opérationnels, puisque les attentats opérationnels, le terrorisme, c'est jouer avec la justice, c'est jouer avec la démocratie. Les attentats opérationnels, les auteurs se sont tués sur place. Ils voulaient mourir. Les frères Kouachi n'ont pas été exécutés par les forces de l'ordre, ils sont allés se faire tuer. Donc ils ne voulaient pas répondre à la justice. Tout à l'heure, avec Bernard Kouchner, on faisait le lien, ce qui se passe ici et ce qui se passe à des milliers de kilomètres. Est-ce que ce lien existe encore? Ou bien, au fond, est-ce qu'il y a une sorte d'auto-radicalisation de plus en plus qui fait que, quels que soient les soutiens là-bas, ici, le risque existe? Pour être clair, quand on voit la différence entre ce qui s'est passé entre les années 2014, 2015, 2016, avec des jeunes gens qui sont partis en Syrie de façon extrêmement facile en prenant un billet d'avion pour la Turquie, aujourd'hui ça n'existe plus. Il y a quelques départs pour le Yémen, mais aujourd'hui la menace, c'est cette crise identitaire, cette crise sociale, cette crise politique qui peut gangréner des esprits et amener à passer à l'action. Les mesures administratives, judiciaires et politiques qui ont été prises ces dernières années sont très fortes. Elles sont quasiment, dans certains domaines, attentatoires à nos libertés, mais elles empêchent ce genre d'actes. Il faut voir où le curseur se passe. Mais aujourd'hui, cette menace existe, elle est endogène. X attentats déjoués ces dernières années, mais clairement, elle n'est pas aussi facilement possible que cette épopée meurtrière totalement hallucinante, minute par minute, que ce qui s'est passé les 7, 8 et 9 janvier 2015. Est-ce que vous observez cette espèce d'ambiguïté qu'on voit souvent dans les derniers attentats? C'est très frappant sur les réseaux sociaux. Ce sont des fous, hein, c'est des cinglés, des déséquilibrés, etc. Et les autres qui disent non, ils sont très politiques. Et on voit souvent qu'il y a une sorte de marge grise. Ils sont un peu l'un, un peu l'autre. Est-ce que vous voyez ça? Moi, je lis les réseaux sociaux. Ouais. J'essaie de faire mon travail en enquêtant sur les dossiers, mais on est quand même dans un domaine difficile. Ce que je trouve terrifiant, c'est qu'on est dans une période de l'opinion aujourd'hui où chacun cherche à s'accaparer des personnages pour les mettre à sa cause. Et effectivement, tous les derniers attentats, que ce soit à la préfecture de police de Paris, que ce soit dans des faits plus graves, le grand public, ou en tout cas une partie du grand public, a une conviction sur laquelle elle essaie de coller son personnage. Mais on a l'impression souvent que ça n'est même pas tranché. Les jours passent, les semaines passent, et on ne sait plus très bien si au fond ça a été un attentat réellement fanatique, un déséquilibré, ou l'un et l'autre. La justice finit par le dire. Peut-être que nous, journalistes judiciaires, ne le disons pas suffisamment, mais il faut regarder ce qui s'est passé il y a quelques semaines par une décision courageuse des juges d'instruction antiterroristes parisiens sur le cas d'un jeune homme qui avait attaqué des militaires sentinelles à Orly. À l'époque, on en avait parlé de façon énorme. Les juges antiterroristes ont décidé d'écrire que ce n'était pas un acte terroriste et de renvoyer ce jeune homme pour des faits de droit commun. Il sera intéressant de voir ce qui se passera sur le dossier de Nice. Donc aujourd'hui, ce tri, il est fait. Je ne pense pas qu'on puisse aujourd'hui dire que la justice antiterroriste diabolise systématiquement tous les individus et les renvoie systématiquement pour terrorisme. Il y a un rôle de répression et d'accusation qui est celui du parquet national antiterroriste. La justice ensuite fait son œuvre. Moi, c'est ce que j'ai essayé de montrer. Je ne pense pas qu'il y ait une justice d'exception. Il y a une justice qui est effectivement confrontée à l'exceptionnel. Mathieu Delahousse, merci beaucoup. Et je recommande votre livre, La Chambre des coupables, chez Fayard. Merci beaucoup. À vous. L'autre événement du jour, c'est le plan de relance qui sera annoncé, détaillé demain. On connaît déjà l'enveloppe globale, c'est 100 milliards dont on parle depuis maintenant plusieurs jours. Rappelons que l'annonce a été
retardé à plusieurs reprises. 40 milliards pour l'industrie, 20 pour les compétences et l'emploi des jeunes, 20 pour les solidarités, 20 pour la transition écologique. Beaucoup d'autres précisions demain donc. Dans la deuxième partie de cette émission, on entendra Michel-Édouard Leclerc à ce sujet, le géant de l'économie. Mais d'abord, à plus petite échelle, avec vous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le restaurateur Bertrand Auboineau, secteur considérable. Et là, c'est vraiment l'économie très réelle. On ne peut pas être plus réel. On ne peut pas être plus dans le réel. Comment ça va ? Ça va, comment je peux vous dire, ça va assez moyennement. On sort de plusieurs années compliquées depuis les attentats. On n'a jamais refait les mêmes chiffres qu'avant les attentats déjà. Pour revenir sur votre interlocuteur précédent. Après, on a eu les gilets jaunes, les grèves. Aujourd'hui, on a le Covid. Moi, j'attends les martiens pour savoir ce qui va se passer, quoi. Sans aller jusqu'aux martiens, si on remonte au mois de mars, ça fait mars, ça fait 6 mois maintenant. Oui. Est-ce que par rapport à février, janvier, où est-ce qu'on en est en termes de comparaison ? Écoutez, moi aujourd'hui, j'ai un seul restaurant ouvert sur 4. Ouais. On va essayer de rouvrir les 3 autres dans les 15 jours qui viennent. Et sur le restaurant qui est ouvert, qui faisait grosso modo 250 couverts jour, on en fait 50 difficilement. Comment est-ce que vous survivez quand on marche dans Paris, qu'on voit ces restaurants à demi vides ou fermés, qui continuent à être fermés ou qui ferment à midi et pas le soir ou vice-versa, etc. On se dit mais comment ils font ? Alors, nous, on a essayé de faire différemment. C'est-à-dire qu'on a essayé d'allonger les jours d'ouverture. Avant, on était ouvert 5 jours sur 7. Là, on est ouvert 7 jours sur 7 pour essayer de garder du personnel le plus longtemps possible. On a gardé une partie du personnel en chômage technique qu'on fait tourner. Mais en travaillant 2 jours de plus, on arrive à les faire tourner, à les faire travailler plus. Sinon, la situation elle est telle que l'hiver arrivant, les terrasses éphémères on n'a pas le droit de les chauffer, donc elles vont se fermer inéluctablement. La distanciation physique nous oblige à enlever une table sur 2. L'équation n'est plus la même. Je veux dire, l'équation n'est plus la même. Le nombre d'employés que j'ai pour faire tourner mes restaurants, je serais obligé de le diminuer. Est-ce qu'on va les laisser au chômage partiel ? C'est possible, mais on continue à ce moment-là à accumuler des jours de vacances. Donc pour nous, employeurs, c'est un peu compliqué. Ou sinon, ce sera des plans sociaux. Il n'y a pas d'autre solution. Et à moins que l'État se réveille, parce que pour l'instant, on a été... Au début, on a pensé qu'on était très soutenus. Il y a eu les PGE, etc. Mais les PGE n'ont servi qu'à une chose, c'est à nous endetter. C'est de l'argent qu'il va falloir rembourser. Je veux dire, c'est pas... Mais par le chômage, vous êtes sous perfusion de l'État. On est sous perfusion de l'État, mais on accumule quand même des jours de congé. C'est-à-dire qu'un salarié chez moi qui est au chômage partiel pendant 1 mois continue à bénéficier des jours de congé. Est-ce qu'il y a quand même un retour des habitudes ? Il y a eu le déconfinement, il y a eu l'été. Est-ce que maintenant, il y a un peu chez le consommateur moyen quelque chose qui se passe ? Non. Il y a eu fin juin et juillet. On a eu des clients réguliers qui sont revenus beaucoup, etc. Aujourd'hui, on a eu une vraie perte de clientèle. Alors nous, c'est un peu particulier. Au Bistrot Paul Bert, on avait une énorme clientèle américaine. On est très connus aux États-Unis. Donc ça, je veux dire, tant qu'il n'y a pas d'avion, c'est réglé. Je veux dire. Après, en septembre, il n'y a pas de salon. On avait une grosse clientèle de salon. Pareil, pas de salon, pas de clients. Non, la situation est plutôt compliquée. On voit les risques de reconfinement, sans parler de reconfinement général, de reconfinement partiel, mesures partielles, des couvre-feux à 23h. Ça, ce serait le coup fatal pour vous ? Ça, c'est un coup fatal. Parce que être fermé à 23h, ça veut dire arrêter de travailler à 22h. Moi, mes clients, ils étaient à 8h30. Je ne vois pas ce que je fais, quoi. Là, je vois pas ce que je fais. Si on est très concret, du plan de relance demain, qu'est-ce que vous attendez ? Écoutez, j'en sais foutrement rien. Je pense que ça se passe toujours à un niveau plus élevé que le nôtre. On n'est pas là pour tendre la main. S'il ne se passe rien, on ira chercher. C'est-à-dire moi, j'ai attaqué mes assureurs. S'il faut aller au-delà, c'est aussi l'État qui nous a demandé de fermer. Donc il y a une responsabilité de l'État dans notre perte de chiffre d'affaires. Donc voilà. Est-ce qu'il y a, évidemment, dans votre secteur, il y a eu aussi des victimes, des malades, des morts, mais votre regard à vous, c'est non. que... Curieusement, ni chez moi, ni dans les restaurants que je connais, et on en connaît un certain nombre, on n'a pas été touché par le Covid. On voit pour l'instant. Les deux partis qui se forment, ceux qui disent on en fait trop, il y a trop de surenchère, trop d'inquiétude, et ceux qui disent non, c'est en train de monter. Ouais, mais quel est votre sentiment ? Moi, je ne dis pas qu'on en fait trop. Je pense qu'il faut faire le maximum pour sécuriser les gens. Et moi, je ferai le maximum pour sécuriser mon personnel et mes clients. Mais il y a un moment, il va falloir se poser la question entre l'économie et la santé. Bertrand Auboineau, merci beaucoup de ce témoignage. Et demain donc le plan de relance. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ouvrons maintenant notre séquence, les vérificateurs de TF1 et de LCI, les informations des réseaux, les informations du net et le vrai ou le faux. Avec vous, Samira, bonsoir.
Alors ce soir, on commence par la nouvelle qui fascine. Évidemment, c'est le gain à l'euro-million. 157 millions, on rappelle l'annonce. L'enjeu est très important, le jackpot est gigantesque. Alors oui, nous avons un gagnant, le jackpot a été remporté en France. Félicitations aux chanceux, vous venez de gagner plus de 157 millions d'euros. Voilà, surchauffe sur les réseaux, ceux qui disent qu'est-ce que vous feriez, etc. Et puis, ceux très vite qui essayent de faire de la statistique, on va la vérifier avec vous. Beaucoup disent que c'est le 3e plus gros gain de toute l'histoire de l'euro-million. Est-ce que c'est vrai ? C'est vrai, c'est le 3e plus gros gain en France. Et depuis la naissance de l'euro-million en 2004, regardez avec moi, donc le record a été réalisé en 2012 avec 169 millions d'euros gagnés à la Trinité-sur-Mer. Un an avant, un habitant du Calvados a gagné 163 millions d'euros. Aujourd'hui, 157 millions. Ce jackpot, il a été proposé pour la première fois le 24 juillet et il a fallu 12 tirages avant de trouver un gagnant. Il y a ce sport aussi vieux que l'existence de la loterie. On a envie de savoir qui peut être le gagnant, on a envie de le faire témoigner. La rumeur a très vite couru que c'était un Français ou une Française. Est-ce que c'est vrai ? C'est vrai. Mais en ce qui concerne la région où le ticket a été validé, la FDJ ne communique pas avant d'avoir versé l'argent. C'est la coutume. Ce serait peut-être en Charente, d'après nos informations. On verra dans quelques jours si c'est confirmé. En tout cas, le gagnant est le seul en France et en Europe à avoir trouvé la bonne combinaison. Vous les voyez, les bons numéros et les 2 étoiles. C'est incroyable lorsqu'on connaît les probabilités. Darius, c'est 139 millions de combinaisons possibles. L'euro-million, c'est la plus grande loterie européenne. Elle se joue dans 9 pays et dans 4 monnaies différentes. Alors, il y a l'euro, il y a la monnaie que vous connaissez bien, le franc suisse, la livre sterling et le franc pacifique qui est joué donc, par nos compatriotes en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie. Ces jeux fascinent, qu'on les aime ou non. On peut devenir peut-être presque aussi riche que Michel-Édouard Leclerc qui sera à votre place dans quelques instants comme ça, avec quelques bons numéros. 3e rumeur, c'est est-ce que c'est un record en Europe ? Non, là c'est faux. Les Anglais, les Portugais, les Espagnols ont déjà connu des jackpots de 190 millions d'euros. On n'a pas non plus le record concernant le nombre de gagnants du jackpot. Mais depuis hier, on partage quand même la tête du podium avec le Royaume-Uni et ça nous place devant les Espagnols et les Portugais. Un petit message quand même pour le gagnant. Il a 60 jours pour se manifester. Sinon, il va perdre tous ses gains. Ce serait dommage quand même. Il fut un temps où tout était sur le ticket, des gens qui l'ont perdu au pressing ou ce genre de choses. Oui. C'est vrai ? Oui, ça c'est vrai. C'est arrivé, oui. Vous connaissez tout. Deuxième vérification, on va partir de cette photo étonnante. C'est un tweet tout à l'heure, après la polémique d'hier, on l'évoquait ici même, entre Éric Dupond-Moretti et Gérald Darmanin. Voilà, ils se saluent. Les masques empêchent de voir si le sourire est plus ou moins franc, plus ou moins forcé, mais le tweet est tourné, vous le voyez, de façon un peu humoristique, par la propre conseillère de Jean Castex, le Premier ministre, c'est Mayada Boulos, donc c'est source gouvernementale, comme on dit. Alors, très habile, c'est la communication gouvernementale, on retourne sous le mode amusant, ce qui est quand même un problème au sommet de l'État. Ça amène la question, et on voit combien les réseaux la posent jour après jour, ces dernières heures encore, qui est vraiment derrière les politiques ? Donald Trump, on sait que c'est lui en principe. A priori, oui. Maintenant, en France, un Jean Castex, un Emmanuel Macron, etc., est-ce que vraiment ce sont eux qui tweetent, qui pianotent sur leur appareil ? Non. La plupart des ministres ont ce qu'on appelle des community managers qui gèrent et leur communication sur les réseaux sociaux, ils les conseillent. Pareil pour le Premier ministre. Je vais vous révéler la personne qui se cache, l'identité de la personne qui se cache derrière les tweets de Jean Castex. Il s'appelle Arthur Empereur. Avant, il s'occupait de la communication de Christophe Castaner. Aujourd'hui, vous le voyez. Voilà, autre style. Vous le voyez sur le site du gouvernement. Ça a été publié au journal officiel. Il est conseiller technique en communication digitale du Premier ministre. D'ailleurs, le digital, on peut le dire, a vraiment révolutionné la communication de toutes ces personnalités politiques. Elle tweet même avant de publier la dépêche à l'AFP, avant d'être interviewée. Ça, c'était le monde d'avant. Prenez Gérald Darmanin, qui est très présent sur les réseaux sociaux. 15 500 tweets. Il ne se passe pas une demi-journée sans que son équipe ne communique sur son compte. Et à l'Élysée, c'est carrément un service. C'est tout un service qui s'occupe de la communication digitale du président. Alors, il y a 2 cas de figure. Soit c'est une réaction à chaud de l'actualité, et là, le président valide quand même ce qui est écrit. Soit c'est un compte-rendu d'un discours, et là, il n'y a pas besoin de validation du président. Et je voulais vous signaler un dernier usage, Darius, qui est intéressant, sur les comptes des politiques. Ils vont signer de leurs initiales à la fin du message, lorsqu'ils publient eux-mêmes personnellement leur message. C'est le cas de Marine Le Pen, par exemple, vous le voyez, MLP. Donc voilà, ça c'est un autre usage. Donc quand ils font mine de regarder monsieur et madame tout le monde, de répondre parfois même à quelqu'un, tout ça est quand même très encadré en général. C'est très encadré par leurs équipes. Il y a peu d'improvisation. Oui.
Merci beaucoup, Samira. Et je recommande votre propre compte. Là, vous êtes seul. Et vous aussi, d'ailleurs. Oh, Je vais vérifier si je et vous puis le compte des vérificateurs de ça. TF1 et de LCI. Voilà. Et vous pouvez nous envoyer un mail si jamais vous avez des informations à vérifier. Le mail, c'est lesvérificateurs@tf1.fr. Merci beaucoup, Samira El Gadir. Et on vous retrouvera demain. Oui. Et puis dans quelques minutes après la pause, on entendra, je vous le disais, un des hommes qui pèse le plus économiquement en France, Michel-Édouard Leclerc, s'exprime sur la crise actuelle, sur les attentes autour du plan de relance et sur notre avenir de consommation, notre manière de vivre, le commerce en ligne, ce qui va ou non changer ces prochains mois. À tout à l'heure. Et nous revenons avec un des hommes qui incarne l'économie française, notamment dans ces temps tellement agités. Michel-Édouard Leclerc, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes patron emblématique dans la crise inouïe que nous traversons, le Covid, sortir de la crise du Covid, nos vies qui changent complètement, le commerce en ligne, le masque, la nouvelle manière de consommer, le plan de relance qui sera annoncé demain. Si on fait d'abord le portrait, cet empire Leclerc, c'est vraiment la grande tradition des grands empires de supermarchés. Combien de magasins ? D'abord, je ne sais pas si c'est un empire ou un village gaulois. Ouais. On est assez français, par rapport à Carrefour, Auchan, qui sont partout dans le monde, au Casino. Leclerc, c'est une coopérative de commerçants indépendants. C'est 600 propriétaires de magasins qui ont à peu près autant d'hypermarchés. C'est 130 000 salariés. C'est un groupe multiformat, c'est-à-dire qu'on a des hypermarchés, des supermarchés, mais des drives et nous sommes sur Internet. Combien de clients au total ? 19 millions de clients à peu près, dont 400 000 nouveaux clients ces derniers temps, ces 2 derniers mois. 400 000 clients supplémentaires. On a des étoiles dans les yeux quand on articule 19 millions. Ça dit beaucoup de choses de la société française. Quand les élites dont nous faisons partie, même si vous êtes fraîchement français. Je vous laisse volontiers, voilà. Mais non, je pas. Mais vous étiez suisse francophone quand même. Oui. Mais c'est très marrant quand on écoute le discours sur le commerce en France vu par les élites. La France est restée très industrialiste, elle ne prend pas la mesure de ce qu'est la consommation. Je vous mets au défi d'ailleurs de me dire qui est ministre de la Consommation ou qui est ministre du Commerce. Je ne les ai pas rencontrés moi-même. Alors qu'en fait, tous les consommateurs sont aussi des citoyens qui votent avec leurs pieds, qui disent leur désir d'être ou d'avoir. Et c'est un formidable observatoire de la société française. On parlera des aspects politiques, de ce sur quoi vous mettez le doigt, qui selon vous fait mal. Quelques mots encore sur ce portrait général. Beaucoup d'employés qui sont dans la maison, qui font toute leur vie, petits magasiniers, chefs de rayon, directeurs, indépendants ensuite. 89%, 90% sont des CDI. Ce sont des salariés qui restent souvent entre 10 et 20 ans dans l'entreprise, qui grandissent dans l'entreprise. Beaucoup de couples Leclerc qui se forment. De couples qui se forment. Nous sommes presque des marieurs. Une agence matrimoniale. Ça paraît presque à contre-temps, mais d'ailleurs, la plupart de nos chefs d'entreprise, j'utilise le mot chef d'entreprise, mais c'est chef et cheftaine parce qu'il y a autant de femmes que d'hommes administrateurs. Ils sont souvent couples dans la vie. Et donc, c'est un enjeu que ça se passe pareil dans le salariat, dans l'encadrement, dans l'équipe. Il faut faire monter les femmes. Enfin, elles n'ont pas besoin de nous pour monter, mais nous sommes au diapason de la société qui nous entoure. La gestion humaine, comme on dit maintenant, la ressource humaine, c'est une de vos passions visibles. Il y a ce record qui est assez impressionnant. Vous êtes le roi de LinkedIn. On vous a bombardé même top influenceur devant le président de la République. Non, il est devant. Ah, c'est repassé. Je pense que déjà LinkedIn... il est repassé. Alors voilà, votre LinkedIn, qu'est-ce qu'on fait avec ça quand on a 130 000 employés, 19... Ça sert vraiment? On peut essayer de faire carrière en envoyant son CV à vous? Oui, sur LinkedIn. Vous regardez vraiment? Oui, je regarde. Il y a des messageries privées sur LinkedIn. Ouais. Mais c'est intéressant parce que sur les réseaux sociaux, d'une manière générale, reflètent ce qui se passe autour de nous. Et sur LinkedIn, il n'y a pas d'anonymat. Donc, en plus, ce sont des personnes, des chefs d'entreprise, des cadres, des chercheurs, des professeurs qui disent leur position. Donc, moi, ça m'apprend à connaître les nouveaux métiers, les aspirations. Et puis, oui, ce sont des personnes qui, quand elles vous critiquent, comme elles signent, ça mérite considération et attention. Donc, je travaille beaucoup avec les réseaux sociaux. Ouais. Michel-Édouard Leclerc. Partons de l'actualité immédiate. Le plan de relance annoncé demain. On a mentionné ce qu'on sait pour l'instant des enveloppes diverses. Pour vous, qui parlez toujours du pouvoir d'achat
les Français, où l'argent devrait aller en priorité dans cette enveloppe énorme de 100 milliards? Pour moi, il devrait aller, bien sûr, dans le soutien aux entreprises qui se sont pris de plein fouet le Covid. Ça, c'est pour le court terme, pour la trésorerie, pour éviter les faillites. Mais le gros de l'investissement doit aller sur les grands équipements, et les équipements créateurs d'emplois, créateurs de nouveaux emplois, ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Je vois des secteurs aujourd'hui qui potentiellement en France sont des vecteurs de conquête de marché et de création d'emplois. Par exemple, on a vécu pendant le Covid la crise de la santé, on est parti dans le Ségur, dans les discussions sur la rémunération avec des demandes légitimes du personnel de santé. Mais vous voyez, la France a un vrai savoir-faire en matière de technique, en matière de médecine, en matière de recherche. Et c'est un secteur qui va couvrir une demande de plus en plus grande parce que nous vieillissons, parce que de la prévention à la maison de retraite, nous sommes prêts à payer plus cher cette longueur de vie, cette espérance de vie. Donc c'est un secteur qu'il faut aujourd'hui faire grandir très très vite. On a entendu le restaurateur à votre place il y a quelques instants. Là, c'est vraiment la petite entreprise. Oui. Vous êtes à l'autre bout. Comment a évolué le chiffre d'affaires là depuis 6 mois ? Nous, il y a eu un palier de croissance terrible pendant le Covid, parce que même si le secteur alimentaire était autorisé sous condition à maintenir son activité, une enseigne comme Leclerc a des concepts non alimentaires qui étaient fermés. Et puis les grands hyper, on ne pouvait pas y accéder parce qu'ils étaient un peu en périphérie de la ville. Et donc, le groupe en a pâti, mais beaucoup moins que, par exemple, les restaurateurs ou tout le secteur des prestations et des services qui sont, pour beaucoup, à 2 doigts de la faillite. Donc oui, nous voulons être volontaristes et jouer notre rôle. Jouer mon rôle, c'est d'être moteur dans ce qu'on sait bien faire pour que toute la consommation tire les PME, la production. Je me sens investi de cette mission. Il y a eu les 2 thèses. On a dit qu'il y aura un effet 1945, la libération. Les gens vont avoir envie de consommer. Ils ont économisé, pas tout le monde évidemment, mais certains ont pu économiser un peu. Est-ce que vous le sentez ? Alors, on parle d'une enveloppe de 100 milliards qui aurait été épargnée. Ce serait faire affront, je pense, aux revenus le plus modestes que de leur mettre ça sur la table. Parce qu'en fait, d'abord, c'est inégalement réparti. Il y a eu une épargne de précaution parce qu'il y a plein de gens, des cadres, des chefs d'entreprise qui ne sont pas partis en voyage. Et donc, cet argent est là. Mais enfin, les 3/4 des Français, s'ils ont mis un peu de côté, c'est par précaution. Ouais. Parce que qui sait si son emploi va reprendre, qui sait si son entreprise ne va pas faire faillite. Et donc, moi, je vois bien dans tout le secteur des services, dans le voyage, dans le tourisme, et la France est forte dans ces secteurs-là. Tout le monde a... Je ne veux pas rajouter de la panique, mais il y a des raisons d'inquiétude. Donc, cette petite épargne, en plus, on n'est pas sûr que le dossier des retraites va pas encore ressortir. C'est bien qu'on ne l'ait pas ressorti, je pense. Faut éviter toute... il faut se concentrer sur la relance. Et le pouvoir d'achat, ça va être, pour nous distributeurs, une demande à laquelle nous ne pouvons pas faillir. Nous devons répondre en termes de prix et de pouvoir d'achat. Vous avez été vraiment au cœur de toute cette crise. Vraiment, vous l'avez vécu peut-être le plus intensément au point de vue économique. D'abord les caissières. Oui. Caissiers aussi, au front, on l'a beaucoup dit. Vous avez promis une prime. Tout le secteur avait promis des primes. Ça a été tenu ? Dans les centres Leclerc, tous les salariés des magasins qui auront fait le moindre profit recevront 25% de ce profit, 25% du profit avant impôt, sous forme d'intéressement, de participation, de gratification ou de prime. Et donc, c'est un engagement que nous avons pris. Ça ne prend pas forcément la forme de la prime Macron, parce qu'il y avait des magasins qui étaient fermés, parce qu'il y avait Mais tous les salariés recevront... dès qu'un magasin fera un profit, il y a des échéances comptables, mais on sera là. Ouais. Pour le consommateur, on voit aussi combien ça a changé. Beaucoup d'entre nous qui ont pris l'habitude de faire commander en ligne, de faire à la maison ce qu'on faisait, etc. Est-ce que ça, vous commencez à le sentir, notamment dans les commandes en ligne ? C'est plus que commencer. C'est la période du confinement. La vie a changé ? On n'est pas dans la rupture, mais on est dans l'accélération d'un mouvement. La digitalisation de l'économie, en tout cas de l'appareil d'information qui va du distributeur ou de l'industriel au consommateur, ça a explosé.
Nous sommes devenus le deuxième distributeur. Leclerc est devenu le deuxième distributeur français sur le digital. Le premier, c'est Amazon, avec 16,5% de part de marché. Je parle de produits. Et le deuxième, c'est Leclerc. Le troisième, c'est Cdiscount. Et après, c'est Weebly. C'est plus bas. Et en fait, nous avons nos drives, qui étaient déjà pionniers en France, ont multiplié par 3 leur croissance. Donc, c'est colossal. Ouais. Est-ce que ça reviendra comme avant, ou est-ce que d'après vous, les gens ont pris un pli qui va continuer? Finalement, on fait ça depuis chez soi et ça va. Oui, mais on ne fait pas ça tout le temps et pour tout. C'est-à-dire qu'au fond, toutes les courses qui nécessitent un grand déplacement, mais aussi une récurrence, on peut les faire sur le drive. On peut aller les chercher dans un dépôt relais, y compris au dernier moment. C'est facile. En plus, d'un point de vue écologique, ça me paraît idéal, puisqu'il n'y a pas de bouchon. On n'utilise la voiture qu'une seule fois pour un temps très court et sur rendez-vous. Donc, le drive a une le très vieux grande... réflexe, les gens qui vous disent « Oui, mais mon fruit, je veux quand même choisir mon avocat. En ligne, ça ne va pas. Je vais voir s'il est assez... » Est-ce que ça restera ou bien c'est le temps passé? Oui, mais la mode aussi, on a envie d'essayer les fringues et tout ça. Donc nous allons vers... notre enseigne va être multiformat et multicanal. C'est des mots pour dire que tantôt, nous aurons des consommateurs, comme moi je le fais d'ailleurs, je passe commande sur le drive ou dans le dépôt relais. Et puis, mais j'ai aussi envie de sortir parce que la vie sociale, elle est relativement limitée dans nos provinces et on est content d'aller voir les autres dans des lieux de vie. Alors, ce sont des lieux marchands. Ça n'empêche pas qu'il y ait d'autres lieux de vie, mais il se trouve qu'un beau centre commercial, un bel hyper, c'est intéressant. Il y a une librairie, on va regarder les livres qui sont. On peut les commander sur Amazon, mais on a aussi le plaisir du toucher, de l'essayer. On va vers une société qui sera moins uniforme et plus diversifiée, ce qui permet d'ailleurs d'attiser les choix, de multiplier les choix. Toujours sur cette sortie de crise, on le voit depuis plusieurs jours, il y a ce débat sur comment rattraper. Bruno Le Maire était votre invité il y a quelques jours. Voilà. Est-ce que c'est davantage d'endettement, davantage d'impôts, davantage de travail et de productivité? Pourquoi vous votez, vous? Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'argent n'est pas cher. On peut s'endetter. Oui. Il ne faut pas avoir peur. Si, il faut bien le faire. Et les pays frugaux, ils ne sont pas si frugaux que ça. Ils sont juste comptables. Ils disent où est-ce que vous allez mettre l'argent. Il faut arrêter cette espèce d'arrogance française. Ils avaient raison contre la France, d'après vous? Oui, les Néerlandais, bien sûr. On a fait le même coup aux Grecs pendant 4 ans, 5 ans. Et tout d'un coup, non, il faut raison garder. Ce sont des masses énormes. Ce sont des masses d'endettement. Une partie va être donnée, va être abandonnée, une autre, ça va être servir à la garantie de l'État, et d'autres, ce sont des prêts. Et c'est important qu'un plus petit pays que nous, et moins puissant que nous, disent c'est pas un droit de tirage régalien, c'est juste un deal. Est-ce que ça vous inquiète? Vous êtes l'économie réelle quand on voit que la France se rapproche de l'Italie. L'Italie, Dieu sait si on disait c'est un pays complètement fragile, etc. Et on entend souvent des responsables français qui disent non, pas de problème, c'est bien. Voilà. Moi, je pense que c'est avant qu'on avait tort. Ce rigorisme budgétaire était désuet. D'abord parce que quand on a un beau pays, quand on a du patrimoine touristique, patrimoine dans nos paysages, dans nos constructions, c'est comme l'Italie. Nous sommes parmi les... Si vous regardez ce que les professionnels appellent les assets, ou les Suisses appellent les assets, les immobiliers, etc., on est un pays très riche. Et donc, s'endetter par rapport, non pas simplement aux recettes fiscales, mais à l'ensemble du patrimoine, ça laisse venir. Et s'endetter pour bien investir, ça rapporte. Et donc, c'était avant que c'était un peu idiot. Il fallait cette règle budgétaire qu'on a opposée aux Grecs, qu'on a opposée à d'autres pays. Moi, je pense que c'est très important, alors que l'argent ne vaut rien. On parle de coûts de production, mais là, l'argent ne vaut pas grand-chose. Profitons-en. Exerçons le droit de tirage, mais il faut l'investir bien dans les équipements, pour qu'il y ait moins de camions sur les routes. Allons-y sur la SNCF, transportons avec de la marchandise par le train. Tous les équipements de transition écologique, c'est maintenant qu'il faut les faire. Le solaire, l'éolien, il faut y aller à fond. Le MEDEF, il y a quelques jours, certains autres patrons ont lâché la bombe. Les 35 heures, ça ne doit pas être un tabou. C'est une des 3 solutions possibles. Plus travailler, plus produire, est-ce que vous y êtes favorable? Je trouve que ce n'est pas opportun politiquement. Ils se sont trompés? Ils défendent, c'est un syndicat patronal, ils défendent leurs intérêts. Mais ce n'est pas opportun. Non, on est une société qui a besoin de retrouver un peu de calme pour faire des choix cruciaux. Et le politique
a raison de résister à ça. Moi, je trouve que... Je ne dis pas qu'il n'y a pas débat. Vous n'avez pas très envie d'avoir des piquets CGT devant les magasins Leclerc, si je comprends bien. Ouais, j'ai pas envie, mais même, je trouve que c'est pas judicieux. Vous avez déjà plein de personnes qui sont anxieuses quant à leur emploi. On va avoir un accroissement du nombre de chômeurs important. On va pas introduire encore de l'insécurité dans la société française. La France est un pays tout cassé. Et il faut recoller les morceaux, il faut se refédérer sur un projet futur et pas sur des querelles immédiates, quoi. Si on écoute la CGT que je viens de mentionner, il y a aussi un quatrième moyen qui serait de taper un peu dans les grandes fortunes dont vous êtes. Oui. Vous avez entendu sur notre plateau il y a quelques jours qui disait ouais. Voilà, les dividendes, les grandes fortunes, là il y a un peu, ça ne fera peut-être pas tout, mais il y a un peu d'argent à prendre, vous le pensez ? De toute façon, un jour, il faudra payer la dette, mais on peut aller la piquer chez les autres, surtout ceux qui ne payent pas l'impôt sont habilités à dire qu'on va les piquer chez ceux qui en ont. Je vous rappelle que François Hollande a suscité un exode fiscal. La fortune à un niveau, là vous êtes à un autre niveau. Même si vous ramassez la fortune de Pinault et de Bernard Arnault, vous ne couvrez pas les dettes. Hein, donc, en fait, moi, je crois plus judicieux de la produire, cette richesse. Et au fond, on va faire appel à des privés pour la produire. L'État va faire des équipements, etc. Mais vous voyez, quand vous voyez, par exemple, tout le monde l'a vu, quoi, aux États-Unis, c'est l'État fédéral, c'est la NASA qui passe accord avec SpaceX pour aller dans l'espace. Je crois que c'est ça qui est important, c'est que les pouvoirs publics, par le contrat, maîtrisent l'investissement privé, mais il faut qu'ils boostent l'investissement privé. Michel-Édouard Leclerc, j'aimerais qu'on prenne un peu de temps sur votre regard sur nous, parce que 19 millions de gens, vous disiez, voilà, vous avez une capacité d'analyse, de nous connaître. Il y a un mot affreux que vous utilisez dans vos briefs, on dit la désidérabilité. Ça veut dire que vous étudiez nos désirs. Ah non. Non, je les imagine, moi, je n'ai pas besoin de les étudier. Ah oui, non, c'est ça. Je suis sûr. Ouais. Vous savez, c'est l'intérêt... Vous êtes resté petit commerçant pour ça ? Oui, je pense. Enfin, je ne vais pas être démago. On a grandi. Nous sommes des belles entreprises, mais nous sommes, comme on dit chez nous, sur le carreau. Nous sommes dans les magasins, salariés aux propriétaires de magasins. Nous subissons la critique. Nous voyons nous-mêmes nos rayons. Donc, nous voyons l'aspiration des Français, par exemple, à manger mieux, moins pollué. Avec une information consommateur. Est-ce que c'est général ? On dit beaucoup, c'est des bobos parisiens, etc. Est-ce que c'est beaucoup plus général que ça ? On disait ça, et probablement on a loupé le coche. Ouais. Et donc on rattrape. Et il y a eu en France ce qu'on a appelé les états généraux de l'alimentation. Je pense que ça a commencé à écrire une narration collective dans laquelle nos amis restaurateurs, les chroniqueurs gastronomiques, les consommateurs, les industriels se sont branchés dessus. Et au fond, on est tous en train... Regardez, la part de bio en France, elle a explosé. Tout le monde ne peut pas faire du bio parce que tout le monde ne fait pas de l'extensif, du naturel. Donc, il faut nourrir... Ça sera un grand sujet. C'est la démographie mondiale. Il faudra nourrir 6 milliards d'habitants. Donc... il faut quand même essayer d'optimiser l'agriculture. Mais oui, c'est une vraie tendance. Et le Covid n'a pas altéré ça. C'est-à-dire que dans un premier temps, si vous voulez, les ventes de vrac, les ventes de produits que tout le monde touchait, là, tout le monde a dit « Attends, je ne sais pas si c'est propre, je ne sais pas s'il y a du Covid ». Les journalistes et les médecins n'étaient pas très clairs à la télévision. Donc, il s'est même remis du plastique, à tort ou peut-être. Mais en tout cas, ça a été une parenthèse. Mais aujourd'hui... Le chemin se reprend d'une montée en gamme, une montée qualitative et écologique de l'alimentation et des comportements. Et c'est ça peut-être qui va refonder le capitalisme à la française. Il y a un type du patron de grand magasin, c'est dans La Vérité si je mens. Ouais. J'étais le seul dans l'équipe de ce 20h de me souvenir des autres. C'est Didier Viroutin, vous vous rappelez ? Très bien, ouais. Le type du vraiment qui regarde chaque marge qui se bat pour chaque centime d'euro. Ouais. C'est toujours comme ça ? Oui, parce qu'on peut vendre moins cher que parce qu'on en fait sa culture. Ouais. Alors, on peut le présenter sous l'angle du capitaliste avec son cigare, on peut le présenter sur le mec un peu fou ou un peu obsessionnel en regardant chaque marge, mais il y a aussi l'idée que le monde doit être accessible. Et si justement le meilleur n'est que pour les bobos, à ce moment-là, on va créer de la frustration, de la révolte, des gilets jaunes et tout ça. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est, dans notre rôle à nous, c'est de proposer le meilleur de la production. On doit être les relais et mieux valoriser les produits industriels et les produits agricoles. Mais il faut que ça reste accessible. Jusqu'où va le souci du détail pour quelqu'un comme vous ? Vous allez voir la concurrence, vous allez chez Auchan, chez Carrefour. Je vais chez tous. Ouais. Et alors ? J'y vais, je prends des photos. Qui fait mieux vous ?
Exemple. Il y a beaucoup de choses intéressantes. Aujourd'hui, vous avez la reconversion de Lidl et Aldi, qui étaient des hard discounters purs et durs, et aujourd'hui qui vont plutôt vers quelque chose que vous connaissez, qui s'appelle Migros, enfin des magasins un peu comme ça, en Suisse. Vous avez une enseigne qu'on ne connaissait pas en France qui s'appelle Action, qui arrive et qui, sur le non-alimentaire, sur des produits de droguerie, etc., fait un carton. Donc moi, ça me stimule. Mes collaborateurs... Vous prenez une photo quoi avec votre smartphone, vous regardez? Je regarde les produits, je regarde les systèmes d'information aux consommateurs. Mais c'est notre job. Mon job, c'est de piquer aux autres ce qu'ils ont de meilleur. Et à l'intérieur des centres Leclerc, nous avons des cellules de veille qui ramassent tout ça et on se repositionne pour... on veut rester en tête, on veut rester utile. Et le jour où il y a meilleur que vous n'êtes plus utile. Est-ce que c'est vrai que le moins de centimètres compte que selon la hauteur du produit dans le rayon, à hauteur d'enfant, pour les bonbons? C'est le schéma. Ouais. D'abord, on les a virés, les bonbons des sorties de caisse. En tout cas, on les a beaucoup diminués. Ce qu'on n'a pas fait dans les salles de cinéma, les uns et les autres. Là, on continue. Vous savez, tout le monde. C'est une des contradictions de la société française. Tout le monde est pour le bio, mais ce qui a augmenté le plus pendant la période de confinement, c'est le snacking. C'est quand même. Vous voyez, c'est des contradictions quand même. Michel Leclerc. Votre parcours, vous êtes exprimé de toutes les manières sur votre parcours. Il reste fascinant parce qu'évidemment, c'est la success story depuis votre père. C'est vraiment la petite famille. C'est vrai que c'était dans la maison familiale qu'on stockait les conserves? Dans ma chambre. Ouais. Dans ma chambre, il y avait le sucre, la lessive. J'ai toujours cette odeur de lessive. De la chicorée le roux. Les gens qui ont mon âge, ils savent ce que c'est que ce papier Kraft qui avait une odeur particulière. Donc c'était dans ma chambre. Puis après, le premier magasin, c'était la cuisine de mes parents. Il est là, votre père, hein? Voilà. Voilà. Et son imperméable, il l'a porté pendant... C'est pas un Burberry, hein, c'est pas un vintage. Et il l'a porté pendant des années. Ça, c'est un centre Leclerc de la région parisienne, quand ils sont passés de Bretagne, les années 50, à Paris. Et aujourd'hui, ça, c'est un Intermarché. Le coup de génie, c'était quoi? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des centaines, des milliers de gens qui n'étaient pas loin? Pourquoi lui? Parce que ce n'est pas un coup de génie, c'était juste ce réalisme, ce pragmatisme qui, dans une France d'après-guerre où le commerce prenait des marges pas possibles, avec des tas d'intermédiations, mon père a réinventé le circuit court. Après, mon père était un mec allumé, regardez son visage. Moi, j'ai vécu avec un papa qui, au lieu de manger, le soir, nous tenait un discours à ma mère, à mes sœurs. Mais en même temps, c'est fascinant parce que d'un artiste, ça choque pas. Vous voyez, mon père était quand même quelqu'un qui, à partir de l'épicerie, avait une vision des comportements sociaux et de la société française. Il faut un grain, il faut un léger grain. Ouais. Et j'espère qu'il me l'a filé. Et en tout cas, j'essaie de le transmettre à la 3e génération de Centre Leclerc, à mes enfants, à mes collaborateurs. Est-ce qu'on garde la patte du commerçant? Bernard Pivot, salut au passage, enfant d'épicier, il dit, quand on a été enfant de commerçant, dire merci madame, bonjour monsieur, espèce de politesse, chaque personne compte, ça reste. Il disait que dans ses émissions, ça l'avait servi. Vous avez ça? Ça a été un peu... Chez Auchan, par exemple, il y avait un cahier des charges des caissières comme ça, qui dit bonjour, merci, etc. Non, je n'ai pas été éduqué avec ça, mais par contre, le côté un peu missionnaire, on est là pour quelque chose, on est dans la vie, et vous voyez dans tous ces débats sur la société, l'ensauvagement, l'incivisme, le droit d'expression contre l'éructation et tout ça, en fait, moi, j'ai gardé cette idée qu'au-delà du droit et des devoirs, il fallait quand même il fallait de la bienveillance. Et j'espère que ma vie est celle d'un engagement. J'essaye... Aujourd'hui, Leclerc a de l'impact, a de l'influence. Et vous m'invitez, ou je suis sur les réseaux sociaux, à moi de le mettre à la disposition de ceux qui ont besoin, quoi. En même temps, vous n'êtes pas le Dalai Lama. L'argent, le stimulus de l'argent, j'y prends du plaisir. C'est pour ça que je ne suis pas le Dalai Lama. Le Dalai Lama, enfin, peut-être qu'il y prend du plaisir aussi. Pas plaisir, mais c'est parfois tabou en France, l'argent. Oui. L'argent. C'est français, parce que dans les pays d'obédience protestante... c'est bien de gagner. Oui, gagner, ça veut dire qu'on a réussi, et réussir, c'est apporter à la collectivité sa part. Vous savez, c'est la parabole des talents que les catholiques oublient et que les protestants remettent en avant. Ce qu'on vous a donné, il faut le faire fructifier. Et c'est votre éducation chez les jésuites. Oui. Et ça, visiblement, ça a laissé des traces. Oui, mais je me reconnais aussi dans des missionnaires laïcs, dans l'engagement politique. J'avais adhéré au PSU du temps de Michel Rocard. Peut-être qu'il y avait une espérance religieuse sous-jacente chez Michel Rocard, en tout cas peut-être... Alors chez lui, c'était protestant de gauche, mais les cathos de gauche,
Alors, je crois que son père était protestant, mais lui était catho. Ah, ouais. Je sais plus. Toujours est-il que, je crois à ça. Et ma vie, même dans mes choix culturels, dans le fait qu'on ait créé une fondation à Landerneau, une fondation culturelle à Landerneau, dans le fait que aussi, je m'investis dans l'éducation en prenant la tête d'une école, Neoma, ou que je m'engage dans la lutte contre Alzheimer. C'est des choses dont je ne me pose pas trop les questions, mais j'ai l'impression que le jour où je ne le ferai pas, il faut que je dégage, quoi. Est-ce que vous êtes resté croyant ? J'ai l'espérance de la foi. Je ne suis pas pratiquant, mais j'ai l'espérance de la foi. Je pense que quand je rencontre des croyants d'une religion du livre ou même des grands laïcs qui sont comme Hubert Reeves ou tout ça, ça m'impressionne. Ça nous porte. Hein, vous parliez tout à l'heure ce débat ensauvagement, pas ensauvagement, etc. Au-delà des polémiques politiciennes, etc., cette idée que globalement, il y a une espèce de recul de la culture générale, que c'était mieux avant. Hein. Certains l'assument. Est-ce que vous le pensez ? Il y a toujours eu ça. Ouais. Il y a toujours eu ça. Non, ce qui est certain, c'est qu'il y a un équilibre dans une société entre les droits et les devoirs. Et aujourd'hui, on est dans une période où chacun, et d'ailleurs très légitimement, revendique sa part de droit, ses droits, et peut-être n'entend pas la nécessité aussi d'exercer ses devoirs. La France est quand même un pays très solidaire quand il faut. Elle sait manifester son émotion, y compris pour Charlie, laisser descendre dans la rue sur le droit d'expression, contre le terrorisme. Elle sait manifester sa générosité dans les grandes campagnes, le Téléthon, etc. Et puis, de l'autre côté, on est finalement devenu très, très individualiste, très village gaulois, très... c'est probablement l'incertitude, la peur de l'avenir qui amène ces alternances. C'est quoi, les cadres bourgeois, anciens, avaient du bon pour vous ? On les a trop perdus ? On a perdu des repères et on ne s'en est pas créé. Pour moi, le grand truc, c'est la critique que je fais à ma génération, politique, économique, enfin influenceurs, et les grands intellectuels français qui rasent un peu les murs aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas pensé un projet collectif pour la génération qui émerge. Certes, la nouvelle génération n'a pas besoin de maîtres, mais depuis mai 68, les maîtres... C'est fini, oui. C'est fini, enfin, on réécoute des podcasts éventuellement. Mais à la place, on n'a pas non plus créé la fibre, on n'a pas dessiné le chemin, ni l'envie, alors le désir. On y revient toujours. Ouais. La culture chez vous... Regardez l'Europe, l'Europe, elle ne fait pas vibrer, quoi. Ouais. Hein, et pourtant, face au grand bloc qui joue jusque dans notre vie quotidienne. Le producteur breton de porc ne peut pas exporter sur l'Ukraine ou la Russie à cause des sanctions. Les viticulteurs français sont sanctionnés sur le marché américain parce qu'on est accusé d'avoir subventionné Airbus, etc. Dans la géopolitique s'inscrit partout. Il faudrait d'ailleurs enseigner la géopolitique beaucoup plus. Tout est aujourd'hui... il faut aussi que nous, on se ressoude au niveau européen et qu'on passe de l'Europe économique à une Europe politique. Michel-Édouard Leclerc, la culture, c'est très présent chez vous. La BD, les livres, Dieu sait si vous êtes fier, vous dites toujours... Voilà. Les livres dont la BD. Ouais. Oui. Ah oui, c'est de la littérature à part entière. Moi, je dois beaucoup à la littérature. Dans ma Bretagne, où il fait toujours très beau, il y a des formes de météorologie qui vous poussent à lire. Et j'ai beaucoup lu et j'ai beaucoup appris par la littérature. Et j'aimerais le faire partager, ouais. Dans le regard des autres, il y a cependant, vous le savez très bien, quand vous êtes riche, c'est vrai en France, c'est vrai partout, peut-être encore un peu plus en France, vous êtes un riche. Ça, c'est quelque chose qui... C'est un plaisir, évidemment. Ça pèse aussi ? Non, personne ne me fait ce procès-là. En plus, je suis à la tête d'une coopérative, et même si j'ai plus de moyens que les 3/4 des Français... Quelle est votre fortune ? C'est celle d'un grand cadre. Hein. Je paye un peu l'impôt sur la fortune. Très grand cadre quand même, non ? Oui, mais je paye l'impôt sur la fortune, mais je ne suis pas Bernard Arnault et Pinault. C'est d'ailleurs c'est un sujet. C'est les riches qui me prennent pour très riche. Ouais. Mais autrement, les salariés des centres Leclerc, je suis dans les magasins tous les jours, ne me font aucun procès. Ce qu'ils veulent... Est-ce que ça change la perception des choses ? Est-ce qu'un sou est un sou de la même façon ? Non, ce qu'ils veulent, c'est qu'on fasse des choses pour ceux qui n'en ont pas. C'est ça le problème de l'arrogance des riches. Tout le monde, il y a plein de gens qui lisent Gala, qui lisent des trucs people. Le people aujourd'hui, qu'il soit footballeur ou cinéaste, il est adulé. Mais on a l'impression qu'il fait des trucs qui nous fait plaisir, etc. Ce qui est
inacceptable, c'est l'arrogance de la richesse. Et c'est pour ça qu'il faut que les riches montrent qu'ils investissent pour le pays. Vous voyez, est-ce qu'il y a un problème de haine de classe en France, dans les deux sens peut-être, je vous pose la question. Il y a des problèmes de fracture, mais elles sont multiples. Et c'est quoi les classes aujourd'hui? Je ne sais pas. Franchement, la fracture écologique, elle déborde les classes, quoi. Il y a les communistes réacs et il y a des bourgeois innovants. Face aux enjeux planétaires, l'explication par les classes n'est pas pertinente, me semble-t-il. J'insiste, il y a bien des pauvres, il y a des priorités sociales, l'apprentissage, le travail manuel, la reconnaissance des salariés. Moi, je suis d'accord avec le patron de la CFDT, ou même Emmanuel Macron a dit qu'il va falloir négocier ça par branche. Je suis d'accord. Il faut cette manière collective de s'exprimer et d'arranger les choses. Mais c'est pas, il n'y a pas de lutte des classes aujourd'hui. Et puis d'ailleurs, pour quel projet ? Quand vous voyez Poutine, quand vous voyez Erdogan, quand vous voyez le modèle américain, quand vous voyez la fin des printemps arabes, ou en tout cas leur déviance, on ne peut plus nous raconter des salades sur le grand soir, pas plus aux riches qu'aux pauvres. On va parler culture politique dans un instant avec notre chroniqueur d'histoire, mais un mot sur Emmanuel Macron. Dans cette grande évolution de l'économie dont on parle à l'instant, on l'a souvent présenté comme un peu plus libéral que certains de ses prédécesseurs. Maintenant, ça fait quand même 3 ans, quel jugement vous portez ? J'aurais eu ce jugement-là avant, mais c'est là où les Français quand même ne voient pas, et les chroniqueurs ne le voient pas, mais c'est quand même lui qui a donné, c'est pas son argent, mais c'est quand même lui qui a permis par le chômage partiel à 11 millions de personnes de ne pas perdre leur revenu le temps du Covid. Et je sais pas... le New Deal américain, les grands sociodémocrates n'ont pas fait mieux. Donc les Français doivent prendre acte qu'il y a quand même il y a un président qui, au-delà de toute critique, qui a... on a un système, en tout cas, qui l'a fait agir, et il a été plutôt dans la tradition social-démocrate, je trouve, voire socialiste dans cette histoire. Donc, en tout cas, c'est pas la première fois, mais il change la donne, quoi. Un classique des questions aux gens qui ont plus d'argent, beaucoup plus que la moyenne, c'était Rockefeller qui faisait la réponse. Vous avez tout perdu, il vous reste 1 000 euros. Oui. Hein ? On est loin de l'euro million, là. Il vous reste 1 000 euros, qu'est-ce que vous faites ? Comment est-ce qu'on recrée une fortune ? C'est pas faire une fortune, c'est pas mon moteur. Non. Non, j'irai travailler quelque part. J'irai travailler. J'ai eu plein de rêves de parcours. Qu'est-ce que vous feriez ? Peut-être que je recommencerai les centres Leclerc. Vous savez ce que c'était la réponse de Rockefeller ? Non. Je m'achèterais un beau costume parce qu'on se sent invincible avec un bon costume. Et on peut repartir. Vous ne croyez pas ? Non. Non, j'irai travailler. J'ai soif dans la capacité créatrice. J'aime le travail, sa capacité créatrice. Après, il y a le travail oppressant. Mais le travail, c'est ce qui permet l'émancipation, la désaliénation. Un dernier mot sur la dureté du commerçant. On voit, vous êtes le commerçant dans l'âme, etc. Il y a évidemment des rapports assez durs aussi dans tout ce monde-là. Il y avait cette série très impressionnante dans Le Monde, signée Florence Aubenas. C'était pas chez Leclerc, enfin c'était un autre. Le chef, le petit chef, le sous-chef, les rituels d'humiliation, les bizutages, ça existe. Ça a toujours beaucoup existé. C'est des gens qui gagnent peu là. Ça existe toujours dans les grandes structures et paradoxalement peut-être dans les petites structures paternalistes. Bon, enfin, je ne voudrais pas dire, mais quand on regarde le monde de l'audiovisuel, comment ils s'en mettent les uns contre les autres, si vous regardez les polémiques, les chaises musicales dans l'audiovisuel, si vous regardez dans la fonction publique, si vous regardez... Et avec d'autres salaires souvent. Plus ? Oui. Oh, je ne suis pas sûr. Ah oui, c'est vrai. Vous avez la participation à l'intéressement chez LCI, là ? Tiens. On fera du vérification avec notre vérificatrice. Ouais. Vous restez avec nous, Michel Druckler, parce qu'on va parler d'un phénomène très français qui est le plan, c'est l'actualité de demain. Et Fabrice Almeida, l'historien, nous rejoint pour en parler. Et vraiment, votre regard sur l'actualité de demain est tout à fait intéressante. Bonsoir, Fabrice. Bonsoir. On va parler de l'actualité de demain qui a un visage. Une des actualités de demain, il y a le plan évidemment de relance et puis il y a le plan tout court, c'est François Bayrou qui devrait être nommé en Conseil des ministres haut commissaire au plan.
Et on va voir avec vous, Michel-Édouard Leclerc, à quel point c'est une spécialité française. Vieille histoire, très vieille histoire, vous nous expliquerez comment. D'abord, cette archive, elle date de 1946. En présence de M. Georges Bidault, M. Jean Monnet a présenté le plan de 4 ans, œuvre collective de plus de 1000 personnes, fonctionnaires, agriculteurs, industriels et syndicalistes ouvriers. Le plan comporte des programmes fixes pour 4 ans. En ce qui concerne les 6 activités de base qui conditionnent l'ensemble de l'économie et son relèvement. La France est maintenant à la croisée des chemins. Si elle s'engage délibérément dans la voie de la modernisation, elle peut augmenter très rapidement sa capacité de production et sa productivité. Fabrice Dalméda, tout est déjà là en 1946. Mais j'adore, mais j'adore cette archive. Alors parce que là, Jean Monnet, le premier commissaire au plan, pas très loin à côté de lui, il y a Robert Schuman. Les 2 fondateurs de l'Europe, en fait, ce sont les fondateurs de la planification française. Et c'est extraordinaire parce qu'à l'époque, tous les partis, à partir des années 30, veulent de la planification. On dit tout le temps les communistes. Non, il n'y a pas que les communistes. Je vous rappelle que l'Allemagne de Hitler a un plan dirigé par M. Göring. Les sociodémocrates veulent du plan, avec Henri Demand, un Belge. Il en faut bien. Bon, tout le monde veut du plan. Et en 1945, même avant, le CNR, le Conseil national de la résistance, décide, tout parti confondu, qu'il faudra un plan, donc on le met en œuvre. Il y a quand même une logique très française. Quelques années plus tard, De Gaulle l'exprime de manière absolument sidérante. Il faut citer ce texte, c'est dans C'était de Gaulle de Perfit. Il tient ses propos inouïs. Il dit qu'il faut créer une mystique du plan. Le plan, c'est le salut. Rien d'imprévu ne devrait arriver. Une revendication ouvrière, impossible plan. Une revendication patronale, le plan. Puis Perfit, quand même, lui dit, mais enfin, tout de même, on n'est pas en régime soviétique. Ça vous fait rire, hein, vous en parlez, monsieur Leclerc. Et De Gaulle répond, non, il faut prendre dans les différents systèmes ce qu'ils ont de bon. Avec le plan, on sait où on va. Exactement. De Gaulle qui revendique. Mais il est allé plus loin que les autres, parce que Jean Monnet, il donne des objectifs industriels, il donne des chiffres de production d'acier, de nombre de voies. Mais Pierre Massé, celui que De Gaulle nomme au plan, lui, il va plus loin. Il dit qu'il faut aussi qu'on harmonise les revenus, la circulation de l'argent entre les riches et les pauvres, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Et donc, il y a cette dimension extraordinaire du plan qui devient l'outil social gaulliste, il faut le rappeler. Comment vous expliquez ça, Michel-Édouard Leclerc ? Ça paraît tellement naïf. Un anglo-saxon qui voit ça vous dit, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un constat que fait la fonction publique, les élites françaises issues du système monocanal de l'ENA, etc. C'est que l'économie n'est plus... L'État n'a plus les leviers. Et donc, il essaye de s'en donner. Surtout, toute l'équipe de Macron est très saint-simonien. Enfin, ils se projettent avec un plan, un concept, mais il n'y a pas les moyens, parce que même Air France n'est plus une société d'État. Total est obligé d'obéir aux injonctions américaines. Ça veut dire le mot plan, pour vous, il est désuet, tout ça ? Non, ce qui n'est pas désuet, c'est le projet collectif. Le développement. Dans une boîte privée, vous avez un responsable du développement, vous avez un directeur du développement chez Danone, chez Dassault, etc. Mais personne ne croit que tout est écrit pour 5 ans. C'est écrit pour plus longtemps, parce que le banquier, il faut quand même le rembourser sur 12 ans, et donc il y a quand même des obligations de long terme. Mais c'est vrai que le politique est prisonnier d'un manque de levier, il n'a pas le temps, il n'a pas les leviers, et donc quand le politique veut agir, aujourd'hui, il lui faut des instruments. Je ne sais pas si ça correspond autant à une nécessité pour la France que pour le politique qui a besoin d'essayer d'encadrer tout ça. Et demain donc, ce retour de François Bayrou, très spectaculaire nomination, c'est un peu la suite de 2017, cette espèce d'alliance avec Emmanuel Macron, des hauts, des bas. Est-ce qu'un Emmanuel Macron, il croit lui-même quand il dit le plan, cette espèce de... Il a en mémoire le fait qu'on a fait le plan à l'époque, on n'avait pas de moyens. Quand on fait le plan en 1946, on n'a pas d'argent, les finances sont vides, on a une inflation galopante. Et donc je crois qu'aujourd'hui, cet État qui revient, on a parlé tout à l'heure, c'est un quasi-collectivisme, 11 millions d'emplois, le rôle extrêmement important. Donc il faut qu'il y ait à côté de ça quelque chose pour manifester la pensée de l'État. Et c'est peut-être ce plan ce sera sa fonction. Ça dépend aussi comment il est nourri. Les Chinois ont un plan. Exactement. Mais nous, c'est quand même un outil de dialogue social, parce que, au fond, ce qu'a été le commissariat au plan, ça permettait au patronat et aux syndicats de se retrouver tout le temps en réalité. Et on a eu ce qu'on appelait les grands commis de l'État. On a eu des hauts fonctionnaires qui ont été des médiateurs formidables. On oublie Henri Guénaud, qui reste Blanc. Et Rocard, tout à l'heure en conférence, qui a vécu les années Mitterrand, assez cruellement rappelait une image et un fait en 81.
François Mitterrand nomme Michel Rocard au plan. Ouais. Ministre du plan, quand même. C'était ministre, il lui donne quand même ça. Hein. Mais c'est presque du second degré et du bizutage. Il y a peut-être quelque chose de ça aujourd'hui ou pas du tout? Ah non, je pense pas que Emmanuel Macron ait envie de faire du mal à François Bayrou, alors qu'on peut penser que François Mitterrand avait un petit peu envie de pincer Michel Rocard. Je suis assez d'accord avec ça. Ouais. Michel Leclerc, merci. C'est vrai que de votre bureau, vous voyez Bercy? Oui. L'État en face de vous? Je m'imagine la baie de Concarneau, mais en fait, la douane de mer que j'ai à ma gauche, c'est sur la Seine, c'est Bercy. Ouais, qu'est-ce que vous pensez en la regardant? Je fais gaffe, je contourne. Je vous observe. Ouais. Enfin, ceci dit, Bruno Le Maire a été positivement très actif pendant le Covid. Il était l'interlocuteur de toute la profession, les transports, l'agroalimentaire. Il était très présent. Je dis chapeau parce que j'y croyais pas. Il était très présent. Merci Fabrice Almeida. Merci beaucoup Michel Leclerc d'avoir été avec nous ce soir, notre invité. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Et tout de suite, je passe la parole à Julien Arnaud pour le Grand Soir. À demain.